Bonjour à tout le monde. Je vois que les personnes commencent à arriver, donc je pense que je vous propose d'attendre juste 1 ou 2 minutes peut-être pour attendre qu'un peu plus de personnes soient présentes. Et je vous souhaite d'ores et déjà bienvenue pour le lancement de la version 2 du label R2S. Eh bien, rebonjour à tous. Ravi de voir que vous êtes aussi nombreux. Donc, je vais commencer parce qu'on a un timing à respecter, comme ça a été dit en commentaire. Donc, je vous informe que cette webconférence est enregistrée et qu'il y aura des sondages qui vous seront envoyés tout au long de la webconférence, nous permettant, et à vous et à nous, de comprendre un peu plus de quoi il en retourne en termes de bâtiments connectés et communicants. Donc, bienvenue sur le lancement de la version 2 du label R2S. Je vais présenter les intervenants et je les laisserai éventuellement compléter cette présentation lorsque ce sera à leur tour de parler. Donc, nous avons autour de la table virtuelle aujourd'hui Patrick Nossan, le président de Certivia, Emmanuel François, le président de la Smart Building Alliance, Catherine Moulin, qui est la directrice stratégie et communication de Certivia, Serge Lemaine, le président de la commission R2SV2, Florian Lévesque, le responsable service Smart d'Artelia, et moi-même, du coup, Alexis Pérez, responsable du domaine numérique de Certivia. Donc, ce sont les personnes que vous aurez l'occasion d'entendre tout au long de cette heure et quart. Donc, je vais faire un petit point sur le programme de notre webconférence. Donc, nous aurons dans un premier temps une introduction sur le sujet du bâtiment connecté et communicant sur Certivia par Patrick Nossan. Ensuite, nous enchaînerons avec une intervention de Serge Lemaine sur les enjeux et les attentes de R2SV2. Parce qu'avant de vous présenter le contenu, on va vous présenter en quoi nous sommes passés d'une version 1 à une version 2. Pourquoi est-ce que nous l'avons fait? Quelles étaient les attentes et les besoins autour de cette nouvelle version? Ensuite, je co-présenterai avec Florian Lévesque les apports et nouveautés de la version 2 du label R2S, durant lequel on va vous présenter thème par thème quels sont les apports et les nouveautés. Ensuite, il y aura une intervention de Catherine Moulin sur les perspectives de la version 2 du label R2S et les prochaines étapes que nous allons avoir. Et ensuite, nous pourrons donner la parole à Emmanuel François qui fera une conclusion sur ces sujets. Et pour finir, nous aurons une série de questions-réponses durant lesquelles vous aurez toute l'occasion de nous poser les questions qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les poser dans la partie questions et réponses et on les lira à la fin. Donc, tout de suite, je vais passer la parole à Patrick Nossan pour l'introduction de cette webconférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alexis. Pour commencer, nous voulons partager avec vous les grandes transformations de notre secteur, ce que nous avons appelé la nouvelle donne. Nous vivons en effet de grandes transformations qui ont été accélérées par une succession de crises, le Covid-19, l'Ukraine. En premier lieu, l'urgence climatique, nous le vivons encore aujourd'hui, des grandes transformations qui sont en cours et qui sont à venir autour de l'urgence climatique et plus généralement de la transition environnementale. On observe aussi une transformation digitale des entreprises et plus généralement de l'immobilier. De nouvelles aspirations des salariés, le télétravail, le travail hybride, la santé, le bien-être. Des pénuries de foncier, de matériaux, de main-d'œuvre, l'augmentation du coût de l'énergie, des matériaux, des taux d'intérêt, la refondation de l'entreprise avec les notions de raison d'être, de reporting extra-financier, de SG et d'ISR. Dans le même temps, de nouvelles politiques publiques nationales et européennes apparaissent. Rien qu'en 2022, nous avons la mise en œuvre de la RE 2020 pour les bâtiments en France, le décret éco-énergie tertiaire, la mise en œuvre de la taxinomie européenne, bref, de grandes transformations là aussi provoquées par ces nouvelles politiques publiques. Alors, sur la page suivante, donc le numérique participe à cette nouvelle donne pour répondre notamment aux réglementations, donc le décret éco-énergie tertiaire que j'ai déjà cité ou le décret BAX,
et aux enjeux de rénovation du parc tertiaire, que tout le monde s'accorde à dire que ça devient vraiment une priorité, notamment par rapport à l'urgence climatique. Le déploiement de services pour répondre aux nouvelles attentes de confort, de santé, de maintenance. La connectivité intérieure pour assurer une qualité de connectivité. L'intégration des bornes de recharge de véhicules électriques. L'adaptabilité numérique qui va permettre de faire évoluer plus facilement le bâtiment dans le temps. La prise en compte, bien sûr, de l'impact environnemental du numérique en conception et en exploitation, de façon à ce que le numérique soit parmi les familles de solutions et pas parmi les problèmes à résoudre en matière de transition. Et puis, ce besoin de signes de qualité pour prouver qu'un bâtiment est équipé, connecté et sécurisé pour des services numériques performants et durables. Alors, ce besoin, répondre à ce besoin, c'est la mission de Certivea. Sur la page suivante, s'il vous plaît. Faire reconnaître par toutes les parties prenantes les performances environnementales, sociétales, économiques et numériques des opérations de construction, de rénovation ou d'exploitation, qu'il s'agisse d'ailleurs de bâtiments, d'infrastructures ou d'aménagement, c'est précisément la mission de Certivea. Nous sommes le leader en France, qui est le pays leader en Europe pour la certification des bâtiments tertiaires. Nous sommes au service de l'intérêt général en tant que filiale du CSTB, mais bientôt en tant que société à mission, puisque nous sommes en train de transformer nos statuts pour marquer encore plus notre engagement dans le développement durable. Et nous sommes porteurs d'une vision française et européenne de la certification et du bâtiment durable qui est différente de la vision anglo-saxonne. Alors, on se définit comme un certificateur engagé pour des cadres de vie durable, car toutes nos certifications et nos labels aident les acteurs de l'immobilier à répondre à cette nouvelle donne, tout en progressant vers des cadres de vie durable. Il y a sans doute plusieurs façons de répondre à la nouvelle donne, et pour nous, il nous paraît véritablement fondamental que toutes les entreprises du secteur de l'immobilier saisissent cette occasion aussi pour s'engager dans les grandes transitions et en tirer le meilleur parti. Alors, pour aider les acteurs, nous avons défini 6 familles de certifications et de labels qui sont autant de solutions pour accompagner et aider les acteurs dans ces transitions. 3 familles de certifications HQE. HQE, vous le savez, ce sont des certifications multithématiques, donc qui s'adressent à tous les piliers du développement durable. Et 3 familles de labels spécialisés dans l'environnement, spécialisé dans la qualité de vie et spécialisé dans le numérique. Et bien sûr, R2S fait partie de cette famille de solutions du numérique. Et on n'oublie pas la marque NF, qui est une marque très appréciée et très connue des Français, qui continuera à être délivrée par Certivia, seul ou associé. Voilà, pour terminer sur cette introduction, un mot sur le déploiement de la certification R2S version 1. 3 fois plus d'engagement constaté sur le label R2S entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2021. Donc, bien sûr, nous nous réjouissons véritablement de ce décollage du label R2S. Ça représente une centaine de projets engagés, donc plus d'1 million 700 000 mètres carrés. En termes de localisation, on a une répartition à peu près égale entre les projets engagés en Île-de-France et les projets en région. Nous avons formé 94 référents, qui sont donc des professionnels formés au référentiel R2S et dont la connaissance a été testée après examen. En termes de niveau de performance, nous avons donc 37% de 2 étoiles, 36% de 1 étoile, et puis ensuite donc des niveaux base et 4 étoiles. Et enfin, dans les phases de projet, 57% en conception, 33% en réalisation et 10% en exploitation. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction.
Et donc, je rends la parole à Alexis. Merci beaucoup pour cette présentation, Patrick. Je rajoute un petit point avant de passer la parole à Serge. On a fait une session de formation référent hier et avant-hier, donc on va bientôt passer la barre des 100 référents R2S. Et donc maintenant, sans plus attendre, je passe la parole à Serge Lemaine pour la présentation des enjeux et des attentes autour de la version 2 du référentiel R2S. Oui, donc bonjour tout le monde, hein. Donc ma partie, c'est essayer de comprendre. Vous avez le contexte qui a été bien décrit. Et maintenant, quels sont les enjeux d'une V2? C'est sûr qu'on ne s'est pas levé un matin en disant on va faire une V2. Comme ça, il y avait vraiment une demande, des enjeux, il y avait un retour terrain, etc. D'abord, les acteurs, hein, on a essayé de travailler en petit comité pour le faire, pour être un peu agile. Donc, quand même 2 ans de travaux parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a pas mal tergiversé sur certains points, mais je pense que ça en valait le coup. Donc, comme vous voyez, on a l'œil vif, hein, sur ces photos, mais quelquefois, lors des réunions, on était un peu plus fatigué. Donc, important dans cette équipe, on voit bien que dans cette équipe, il y a quand même déjà un très fort retour terrain entre Noémie et Florian, qui sont des certificateurs qui ont cette connaissance terrain, des Alain ou des Laurent qui sont plus en spécification avec les clients, etc. Pascal plus en exploitation. Bon, Alexis, vous savez. Donc on avait quand même un scope on va dire, un scope assez large. On n'était pas non plus que sur la technologie, etc. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, R2S est important parce qu'il y a beaucoup on va dire, de non-dits ou de croyances autour de R2S. C'est-à-dire que quand je discute, les gens disent « Ouais, mais R2S, c'est pour le high-end premium, 20 000 m² à Paris, en travaux neufs. » Eh bien, ma réponse, elle est non. Et c'est pour ça, pour cette réponse également, on devait faire le R2S V2 parce que R2S avait été un peu mis dans cette partie-là. Alors que R2S et R2S tertiaire, c'est l'initial d'où on vient, hein, c'est vraiment notre cœur, hein, c'est celui dont on parle maintenant en version 2. Mais il y a également R2S résidentiel, c'est important, on l'a lancé, il est fait, et il est un peu sur les mêmes bases, c'est-à-dire on applique au résidentiel collectif ce que l'on a appliqué et vu sur la partie tertiaire, puisque, in fine, c'est la même chose. Hein. Vous avez un réseau IP quatrième flux du bâtiment, vous avez des services au-dessus, autour, etc. Ça peut se projeter. Et le troisième niveau de R2S, à la maille supérieure, qui sera le R2S territoire, on va dire, qui n'est pas encore commencé réellement, mais qui est dans un coin dans lequel on va remettre un peu un méta-smart, entre guillemets, hein, dans lequel il y a le smart home, le smart building, la smart mobilité, le smart lighting, etc. Et essayer de fédérer tout ça et que les services se connectent facilement sur une maille supérieure. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on modifie le cadre, mais on n'a pas voulu tout casser. C'est très, très, très important. On a gardé les 4 niveaux qui vont de 0 à 3 étoiles. On garde tous les chapitres, on clarifie les objectifs, on ajoute certains besoins et puis un petit clin d'œil à Florian, plus de points gratuits. Il y avait certains points qui étaient gratuits ou faciles à avoir. On a essayé de les débusquer et d'essayer un peu de remettre ces points plus, on va dire, homogènes en fonction des efforts demandés et qu'ils soient beaucoup plus ventilés. Donc ça, c'est important. On n'a pas travaillé tout seul non plus. On s'est synchronisé avec des groupes de travail connexes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément la compétence globale pointue sur chaque. On a plutôt une compétence transversale. Et on s'est synchronisé avec R2S Connect et on s'est synchronisé également avec l'équipe BOSS et BIS. Mais on a voulu garder, vous voyez, le socle d'en bas qui est l'architecture réseau, la connectivité, les équipements et interfaces, c'est-à-dire le réseau IP quatrième flux du bâtiment et les API qui vont exposer les informations qui sont récupérées des équipements techniques du bâtiment. La couche du milieu qui est le management responsable avec la cybersécurité qui est plus, on va dire, comment on fait ça, dans quel cadre, quel est le cadre associé, un cadre sécuritaire et un cadre responsable. Et puis à l'arrivée, bien sûr, les services. Alors, la V2, c'est aussi se recentrer sur les besoins des clients. On a été très, on va dire, j'ai essayé vraiment de pousser pour dire, attention, pourquoi on fait ça, hein?
se libérer de ces démons, c'est être moins technophile. C'est notre péché mignon, on adore ça, la techno, c'est sûr. Ça nous a permis d'innover, de faire un cadre de référence qui tient la route ou qui tient la marée, ça dépend d'où on est en France. Mais c'est important de comprendre que la techno, c'est un moyen et ce n'est pas un but en soi. Et quand on entend IP, quatrième flux du bâtiment, c'est déjà un peu trop technos. Vous voyez, ça ne va pas parler forcément à une maîtrise d'ouvrage, alors que avoir un socle commun, une infrastructure dans laquelle les données vont transiter, c'est important. On a voulu se concentrer sur le pourquoi et un peu moins sur le comment, même si on fait un grand écart ici, puisque le mode de preuve, c'est définir le comment. Donc, on a essayé de faire ça. L'autre point, c'est garder en tête que ça doit bénéficier aux propriétaires et par ricochet aux utilisateurs. On ne se fait pas plaisir pour que des certificateurs puissent faire des choses, pour que des AMO puissent faire des choses. Non. Le but premier, c'est valoriser le bâtiment. Je rappelle que R2S incarne la valeur digitale du bâtiment. Il y a des valeurs bien-être, il y a des valeurs il y a des valeurs énergétiques, etc. Mais la valeur digitale, elle est vraiment incarnée par un R2S. Et on doit augmenter comme ceci la valeur intrinsèque de l'actif immobilier en augmentant la valeur digitale et en captant la valeur digitale de ce bâtiment. C'est ça le but du R2S. Alors, 3 axes d'amélioration, mais on a voulu garder une continuité. Donc, sur la droite, continuité V1, V2, toujours. La valeur ajoutée propriétaire, favoriser l'immobilier par destination. Très important, R2S n'est pas là pour que le propriétaire, la maîtrise d'ouvrage, pousse des informations quelque part et aille valoriser une plateforme tierce. On est là pour que la valeur reste intrinsèquement dans l'actif immobilier. On avait trois axes d'amélioration. Le premier, c'est les REX, les retours d'expérience. C'est sûr qu'après plusieurs années, on l'a vu, Patrick a montré quand même, c'est quand même un succès ce R2S. Donc, on a un retour d'expérience. Et les certificateurs nous ont dit, mais attention, sur tel point, etc. Donc, on a repris tout ça en fonction du problème terrain qu'avaient vu les certificateurs. On a apporté des solutions sur ces exigences. On a fait quelque chose plus orienté sur les objectifs, etc. Voilà. Ensuite, l'objectif, c'est la rénovation et l'exploitation. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des raccourcis qui font que R2S, c'est forcément travaux neufs et c'est forcément de l'exécution. Non. R2S peut être en rénovation, R2S peut être en exploitation, etc. Donc, il faut vraiment qu'on pousse ça et qu'on promeuve cette partie-là parce que c'est important. Voilà. Et puis, on devait également détecter les exigences qui sont à faible valeur ajoutée pour la rénovation et l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, le local de 8 mètres carrés, c'est bien pour du travaux neuf. Mais quid de l'existant? Il faut que je trouve 8 mètres carrés pour mettre mon truc. Non, donc on essaye quand même de dire, bon, on va faciliter que la rénovation puisse se faire un peu mieux. Et les nouveaux enjeux, bien sûr, rentrer les nouveaux enjeux. Les nouveaux enjeux, on les a vus sur l'interopérabilité des API, on l'a vu sur les nouveaux services qui ont besoin d'infrastructures autres que de la data, comme de la géolocalisation, comme du Wi-Fi, comme des choses comme ça, etc. Donc, les retours d'existants, les voilà, c'est que généralement, c'est que c'est trop complet. R2S, quelquefois, se limite à un réseau informatique et c'est dommage. On avait fait une description du réseau IP quatrième flux du bâtiment, vraiment bien, franchement, vraiment bien, mais peut-être un peu trop global, un peu trop technique. Et il ne faut pas que ça devienne, vous voyez, hypertrophié sur ce point-là, alors que la velléité, c'est quand même augmenter les services. Et puis, il y avait certaines choses qu'il fallait tuer dans l'œuf, entre guillemets, comme R2S, ce n'est pas un réseau IP managé. R2S, ce n'est pas des produits avec des web services. R2S, voilà, c'est vraiment favoriser les services. Et on peut le faire de plusieurs manières. Il ne faut pas qu'il y ait des raccourcis comme ceci sur des solutions qui sont des solutions, mais qui ne sont pas que les solutions. On avait également un problème, c'était un peu trop verbeux, il fallait alléger le texte et surtout limiter les objectifs dans un critère. Ça, on l'avait vu avec Alexis. Alexis avait bien fait le retour de dire quelquefois, il y a plusieurs objectifs dans un même critère et il est un peu délicat pour un vérificateur de prendre quel critère, s'il est bien, je fais quoi. Voilà. Le point important aussi, c'était l'API. L'API, je rappelle, c'est le langage qui va publier les informations de techniques du bâtiment on va dire dans un contexte et qui vont les donner pour alimenter les services.
ces API étaient vraiment difficiles à appréhender pour les certificateurs. Pourquoi? Parce que c'est très IT, c'est très informatique. Les éléments de preuve, ce n'est pas si simple que ça à faire, hein. Et puis, toutes les bonnes pratiques des API n'étaient pas forcément incluses. Donc, il y a eu un groupe qui s'appelle R2S Connect, qui a été créé et qui a, on va dire, clarifié les bonnes pratiques des API, qui a fait un travail autour de cette partie-là. Et on a pris ce travail et on a essayé de le ramener dans la partie équipement et interface, etc., de telle manière à ce qu'on puisse, comme ceci, augmenter le niveau d'exigence avec un minimum de qualité sur les API. Et puis, le dernier point, c'était la partie cybersécu, où on était un peu léger également, alors que c'est primordial et qui a été un peu modifié. Voilà. Je voulais vous remercier. Et puis, on va rentrer dans les détails. Florian et Alexis vont faire ça très, très bien. Merci. Merci beaucoup, Serge, d'avoir brossé les enjeux et les attentes autour de cette version 2. Et je confirme ton propos, c'était vraiment un travail collectif. Donc, il y a à la fois le groupe de travail qu'on a vu au tout début avec les photos. Je remercie toutes les personnes qui en font partie, mais ça n'a pas été uniquement ce groupe de travail, ça a été aussi un appel à commentaires qui a permis de confronter tout ce travail aux différents acteurs du marché. On a interrogé un panel de maîtres d'ouvrage, on a fait des interviews avec des personnes, donc c'est vraiment le résultat d'un travail collectif et on en est vraiment fiers au sein de Certivé et de la SBA. Donc, maintenant, je vais vous présenter avec Florian le contenu de cette version 2. On a à peu près une demi-heure pour vous présenter tout ça. Donc, dans un premier temps, Serge en a un peu parlé, donc je serai assez court sur cette partie-là. Dans la partie plus changement autour de la structure du label. Donc, ça reste une continuité entre la version 1 et la version 2 parce qu'on garde le même système de notation. Comme l'a dit Serge, le but, ce n'était pas de tout casser. On a gardé le même cadre de référence, on a gardé les mêmes thématiques, mais on a changé quelques petits éléments. Il y avait notamment des points bonus qui étaient plus sur la partie, le périmètre utilisateur, qui sont des points qui permettent, qui ne sont pas pris au compte au sein du dénominateur, qui permettent donc d'avoir des points supplémentaires. Donc, on s'est plus recentré sur la partie propriétaire. Et dernier point, de manière à s'adapter plus aux différents contexte des bâtiments, il y a des niveaux, vous savez, 1, 2 ou 3, il faut avoir obtenu les niveaux 1 et 2 pour pouvoir obtenir ou viser le niveau 3. Bon, on a plus créé aussi des niveaux non hiérarchisés pour que ce soit plus simple à viser pour certains projets qui font les choses un peu différemment que d'autres. Voilà sur cette partie, et donc je vais pouvoir commencer la partie connectivité. Alors, de quoi on va parler dans la partie connectivité ? Dans la partie connectivité, on va parler, si on découpe un peu ce thème en cinq éléments. Dans un premier temps, on va parler du raccordement du bâtiment au réseau des opérateurs. Donc, ça veut dire qu'on va travailler à la prédisposition du câblage, à être attaché à différents opérateurs jusqu'aux locaux techniques du bâtiment. Donc, ça permet de garantir une continuité du service Internet. Ensuite, on va parler de la partie câblage parce qu'on met en œuvre un réseau smart et donc un réseau smart, c'est déjà dans un premier temps un câblage. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce câblage qui va permettre de communiquer, de connecter, excusez-moi, l'ensemble des systèmes communicants du bâtiment. Donc, on a raccordé notre bâtiment, on a mis en œuvre le câblage, on va s'intéresser également à la connectivité sans fil. Ça, c'est une partie qu'on a davantage adressée, qu'on a élargi par rapport à la version 1, parce qu'en première version, on parlait de réseau mobile GSM et de réseau Wi-Fi. On a bien distingué en 4 parties. Donc, une première partie sur le réseau GSM où on va définir dans un premier temps quel est le niveau de couverture du bâtiment et dans un second temps, assurer la couverture à l'ensemble du bâtiment en demandant la présence d'opérateurs sur le bâtiment, d'un ou plusieurs opérateurs pour assurer la connectivité GSM. Ensuite, on va parler du Wi-Fi. Donc, dans un premier temps, le Wi-Fi des parties communes. Donc, c'est le fait d'avoir un Wi-Fi qui soit disponible dans ces espaces pour le bâtiment. Donc, ça, ce sont des parties qui étaient présentes dans la version 1, qu'on a clarifiées dans cette version 2. Et ensuite, on a 2 autres réseaux qui sont apparus. Le réseau IoT. Donc, quel est l'objectif de cette partie-là? C'est d'assurer une couverture des objets connectés et ce qui permettra de déployer des objets connectés et communicants sur le réseau smart pour accueillir de la donnée qui vont permettre d'alimenter des services.
Et ensuite, un autre réseau sur la partie sans fil, c'est le réseau de géolocalisation, étant donné qu'il y a de plus en plus de services, on le verra dans la partie, justement cette partie-là avec Florian, qui nécessitent de la géolocalisation, comme du guidage, comme de la maintenance géolocalisée. On valorise le fait qu'une infrastructure de géolocalisation soit présente pour apporter de la valeur au service. Donc, j'ai parlé du raccordement du bâtiment, du câblage dans le bâtiment, de la connectivité sans fil. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que j'ai parlé de câblage assez rapidement, mais il faut assurer une qualité de ce câblage. Donc, on a des exigences qu'on a renforcées sur, par exemple, la redondance du câblage. Donc, comment est-ce que, depuis les arrivées des opérateurs, on va assurer une redondance jusqu'aux équipements terminaux. Donc, ça peut être à travers plusieurs locaux, à travers plusieurs chemins de câbles, par exemple, qui vont permettre, en cas de problème sur un passage, que l'autre puisse prendre le relais. Ensuite, on a un élément qui est important, qui a été souligné par Patrick en introduction, c'est l'adaptabilité du câblage. On est en présence de locataires qui souhaitent de plus en plus régulièrement réaménager leurs locaux et changer d'espace de plus en plus souvent. Donc, pour le propriétaire, ça nécessite de pouvoir réaménager toute cette infrastructure de câblage le plus rapidement possible. Donc, on a travaillé à des exigences qui étaient déjà présentes dans la version 1, qui permettent de faciliter cette évolutivité du câblage. Ensuite, on a des éléments sur l'alimentation électrique du câblage et la protection physique des locaux techniques du bâtiment. Et pour finir, on a une dernière partie sur l'arrivée des utilisateurs. Donc, ce que j'évoquais précédemment, c'est le réseau, c'est le câblage du réseau Smart. Donc, le câblage à minima de la télémétrie des fluides et la régulation du chauffage et de la climatisation. Mais on a des exigences également qui ont pour but de préparer l'arrivée des futurs utilisateurs du bâtiment. Donc, ce sont des exigences qui sont en point bonus. Donc, ça veut dire que si vous ne les obtenez pas, ça ne vous empêche pas d'obtenir le 100% des points, mais ça permet d'obtenir des points supplémentaires pour ceux qui vont jusqu'à cet élément-là. Donc, on a des éléments sur, par exemple, le pré-câblage des utilisateurs et sur le fait que le propriétaire propose et opère un réseau Wi-Fi pour les parties privatives. Donc voilà, j'en ai fini avec cette partie connectivité. Je vais pouvoir passer la parole maintenant à Florian sur la partie architecture réseau. Merci Alexis. Donc je passe au thème architecture réseau. Donc le thème architecture réseau, donc il va regrouper tous les aspects qui tournent autour des équipements actifs, les fameux switches du réseau et des fonctionnalités qu'ils vont pouvoir apporter. On a donc toujours une structuration avec des sous-thèmes. Parmi eux, donc on va avoir un sous-thème qui aborde les équipements actifs avec un prérequis sur des notions de qualité minimale des équipements actifs, avec des fonctions de routage sur le réseau qui vont permettre de véhiculer dans de bonnes conditions toutes les données qui cheminent sur le réseau Smart et qui vont générer des services. On va également chercher à valoriser les capacités d'extension de ces équipements de façon à ce qu'on puisse rajouter des équipements plus tard dans le bâtiment sur le réseau Smart et de ne pas avoir à tout reconsidérer systématiquement en termes d'infrastructure. Comme en V1, on a une valorisation de la fonction de PoE, de Power over Ethernet, donc qui va permettre d'alimenter les équipements du réseau à partir des switches du réseau eux-mêmes. On a toujours une hiérarchie, mais on a tâché de simplifier les choses parce qu'on avait eu des retours d'expérience qui indiquaient que c'était un peu trop complexe. Mais donc, on a toujours quelque chose de graduel. On ne pousse pas à faire de la technologie pour la technologie. On commence par avoir des mesures conservatoires qui vont permettre de faire du PoE plus tard si on n'en a pas besoin tout de suite. Donc, on peut valoriser ce type d'initiative. Et ensuite, si les switches ont des capacités de PoE, voire s'ils ont des capacités d'expansion sur les fonctions de PoE, on va pouvoir récupérer des points supplémentaires.
On a maintenu un focus qui nous semble important pour les bâtiments d'aujourd'hui et les bâtiments de demain. C'est un tout petit peu technique, mais c'est une question d'adressage IP. On parle souvent des adresses IP sur Internet. Il y a différentes générations d'adresses IP. Et donc, on met en avant la version 6 de IP, qui est la version de demain. Donc, on le met en avant. On va un tout petit peu plus loin qu'en V1, car on impose, pour atteindre les points, que l'IPv6 donc soit activé au moins sur un segment du réseau, alors qu'auparavant la capacité à faire était suffisante. On aborde également les capacités de résilience du réseau et de détection d'anomalies sur le réseau smart. Donc là, ça va être des questions de redondance, c'est-à-dire qu'on a des équipements, plusieurs équipements, au moins deux, qui ont les mêmes capacités, et donc en cas de panne ou de maintenance sur un des équipements, on ne perd pas tout. Je pense qu'on a tous rencontré des anomalies, enfin des problèmes sur des réseaux avec des coupures de réseau, donc on cherche à s'en prémunir en éliminant certaines sources, les principales sources d'anomalies. On aborde également, donc on a toute une partie sur l'administration du réseau smart et des équipements, ou toujours dans une question d'efficacité et de facilité d'utilisation et de maintenance, on va avoir une plateforme qui va permettre de gérer l'ensemble des équipements. Pour finir, on avait une exigence qui était compliquée en version 1, où on a dissocié le fait d'avoir ce qui s'appelle la QoS, la qualité de service sur le réseau, pour prioriser par exemple la voix par rapport au reste, pour que les communications comme une visio soient le plus fluide possible. Et on a mis en avant la continuité de service Internet, où on valorise, et ça c'est nouveau sur la V2, le fait d'avoir un accès à Internet tout simplement sur le réseau smart. C'est pas évident pour tous les projets. Et après, on apporte des points si jamais cette connexion Internet présente un certain niveau de qualité ou de redondance. Et je propose à Alexis de poursuivre sur le thème équipement et interface. Merci Florian. Donc effectivement, je vais poursuivre sur ce thème qui est vraiment central dans le référentiel R2S. C'est le thème probablement qu'on a le plus retravaillé. Donc c'est celui que Serge avait présenté auparavant, dans lequel on va parler d'interfaces qui vont faire le lien entre les équipements du bâtiment et les services, qui vont permettre de mettre à disposition les données du bâtiment pour alimenter ces services. Donc, de quoi est-ce qu'on parle dans cette thématique? Dans un premier temps, on va parler de l'intégration des bâtiments au réseau smart. Donc, le réseau smart, c'est un terme qui est très important dans le R2S, c'est le périmètre du réseau informatique qu'on va venir auditer. Donc, on demande à ce que ce soit un réseau Ethernet IP et on demande à minima, comme je l'ai dit en connectivité, que ce soit le réseau sur lequel circulent les données qui sont liées au comptage des fluides et à la régulation du chauffage et de la climatisation. Donc, le réseau smart, quand on parle d'équipement sur la partie réseau et quand on parle de sécurité, ce sera la sécurité de ce réseau-là qu'on va venir auditer, du réseau à minima, télémétrie et régulation. Donc, on va venir valoriser également le fait qu'il y ait d'autres systèmes qui soient raccordés à ce réseau. Donc, ça peut être par exemple la vidéosurveillance, les ascenseurs, le contrôle d'accès. Donc, ça permettra d'avoir un réseau, de fédérer les différents systèmes bâtimentaires, voire les systèmes preneurs du bâtiment autour de ce réseau que nous venons auditer. Ensuite, on va avoir des éléments, toujours sur cette partie équipement, qui permettent d'assurer la continuité fonctionnelle du réseau. Étant donné qu'il y a des services qui peuvent fonctionner à travers le réseau, à travers Internet, c'est si jamais il y a un problème de connexion Internet, un problème de réseau, comment est-ce qu'on fait pour assurer tout de même les fonctions essentielles du bâtiment? Comment est-ce qu'on a un fonctionnement en mode dégradé? Donc ça, c'est un point que l'on vient regarder dans cette version 2. Ensuite, on a découpé les interfaces en 3 interfaces possibles. Donc, on a à la fois ce qu'on appelle les API terrain,
les API, l'API centrale et les interfaces protocolaires. Donc, à chaque fois, ce sont des interfaces pour API terrain, API centrale, qui permettent de mettre à disposition les données, mais l'API terrain depuis des équipements terrain et l'API centrale depuis plutôt un système central. Donc, on va venir préciser les différentes attentes qu'on a vis-à-vis de ces interfaces. Donc, si vous devez retenir une chose sur ces interfaces, c'est que ce sont en quelque sorte des portes d'entrée numériques sur le bâtiment. Donc, dans un premier temps, sur ces interfaces, on va venir valoriser et demander quelles sont les données qui peuvent être exposées. Si jamais un prestataire de service veut venir récupérer des services sur le bâtiment, quel périmètre de données, quelles données il est en capacité de récupérer pour alimenter ces services. Ensuite, on va avoir des éléments sur la documentation technique des API, qui est vraiment un élément qui est très important parce que ça permet de savoir quels sont qu'est-ce qui permet de requêter les données du bâtiment. Comment est-ce qu'on va mettre à disposition les données, connaître les conditions d'accès à ces données. Ensuite, un point qu'on a rajouté, c'est le modèle économique. C'est que pour avoir accès aux données du bâtiment, il peut y avoir différentes méthodes. Ça peut être paiement à l'acquisition, ça peut être des systèmes d'abonnement. Donc, le référentiel R2S n'a pas pour vocation à privilégier un système plutôt qu'un autre, mais simplement d'avoir cette donnée pour que le maître d'ouvrage puisse choisir en conscience quel est le modèle d'accès aux données qu'il va sélectionner sur son bâtiment. Et ensuite, pour finir sur cette partie API centrale, API terrain, on a des éléments sur la rétrocompatibilité de ces interfaces. Donc, comment est-ce qu'on va garantir une évolution des interfaces sur le bâtiment. Ensuite, donc là, ce que j'ai évoqué, c'était les fonctionnalités qui étaient attendues sur à la fois les API terrain, donc les interfaces qui vont mettre à disposition les API directement des équipements terrain, et l'API centrale plus générale depuis un niveau plus élevé depuis un serveur. On a ensuite des demandes qui sont spécifiques aux interfaces terrain. Donc, ça va être de demander, par exemple, est-ce que le bâtiment dispose d'interfaces protocolaires? Donc, ici, on parle des interfaces type LON, BACnet, KNX, et comment est-ce qu'elles s'interfacent. Et ensuite, quelles sont les données, quelle est la particularité des données qui vont être rendues disponibles. J'arrive sur l'avant-dernier thème, donc on est sur l'API centrale. Ici, on va avoir des éléments qui sont relatifs au Building Operating System, donc qui est un élément dont vous avez peut-être entendu parler à travers le livre blanc de la SBA qui est sorti. Donc, le BOSS, le Building Operating System, c'est en quelque sorte le cœur du système d'information du bâtiment qui va gérer le partage des données. Donc, on va valoriser le fait qu'il y ait la présence d'un Building Operating System. Et pour finir, le dernier sous-thème de ce thème équipement interface, c'est sur le BIM, avec deux éléments sur, dans un premier temps, la description de la maquette, et dans un second temps, le fait que cette maquette soit dynamique pour faciliter éventuellement l'exploitation du bâtiment en ayant la vision dynamique des données qui circulent. Donc voilà sur cette thématique. J'en ai fini avec les équipements et interfaces, qui est, comme on l'a dit, un sujet essentiel du référentiel R2S. Et maintenant, je vais passer la parole à Florian sur la sécurité numérique. Donc, sécurité numérique, cybersécurité, c'est un enjeu, bien entendu, extrêmement fort. On entend régulièrement des problèmes de cyberattaques qui touchent des entreprises, mais aussi des sabotages de bâtiments de façon malveillante. Donc, R2S vient s'en préoccuper déjà, et là, on a tâché de renforcer cet aspect-là, tout en essayant d'être le plus clair possible, le plus accessible, et permettre à chaque projet de prendre les dispositions qui lui conviennent et de pouvoir les valoriser avec un maximum de granularité. Donc, on aborde dans la partie cybersécurité donc la sécurité du réseau et des systèmes du bâtiment, mais également tout l'aspect procédural et également la sécurisation de l'accès aux services que l'on va déployer grâce à R2S, et enfin la protection des données. Pour sécuriser le réseau smart et les systèmes du bâtiment, on
on a une notion de cloisonnement du réseau, c'est-à-dire que les caméras ne vont pas voir les lecteurs de badge, qui ne vont pas voir la GTB. Enfin, voilà, on va faire en sorte que les systèmes soient le plus indépendants possible les uns des autres, mais qu'ils puissent communiquer si on en a besoin. Idem, lorsqu'on a par exemple dans un bâtiment plusieurs utilisateurs, plusieurs divisions locatives, et ben de faire en sorte que les locataires ne puissent pas entre eux s'espionner. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Pardon. On a introduit une nouvelle notion qui avait été très recherchée suite à la V1, c'est la sécurisation des systèmes de supervision du bâtiment. Par exemple, pour une GTB, on a une supervision. Pour la vidéosurveillance, on a une supervision. Et ben là, on va veiller à ce que les superviseurs eux-mêmes soient sécurisés, donc qu'ils soient protégés contre des intrusions par le réseau, qu'ils soient protégés contre des attaques de virus. On apporte évidemment, des fonctionnalités, on apporte des points lorsqu'on met des pare-feux sur le réseau pour maîtriser les trafics et détecter d'éventuels trafics malveillants. Deux nouvelles notions qui sont aussi très très fortes, je trouve, c'est la notion de PRA et de PCA. Donc pour avoir une continuité ou une reprise d'activité lorsqu'on a eu un problème. Et donc là, on va collecter les événements qui se passent sur le réseau de façon à pouvoir enquêter a posteriori lorsqu'il y a eu un problème. On valorise également la mise à jour des équipements. On a souvent des mises à jour par nos services informatiques ou notre ordinateur, notre personnel qui nous dit qu'il est en train de faire une mise à jour. Et ben, c'est quelque chose auquel il faut veiller, qui est beaucoup moins automatique que sur notre ordinateur personnel sur un système bâtimentaire. Donc, on va veiller à ce que ce soit mis à jour aussi bien lorsqu'on construit un bâtiment ou lorsqu'on le rénove que lorsqu'on va l'exploiter. Donc, c'est important d'avoir une mise à jour et de détecter lorsqu'il y a des solutions obsolètes sur son réseau. On va sécuriser l'accès aux applications, c'est-à-dire que quand on consulte un site internet, on est habitué maintenant à avoir du HTTPS, le S qui apporte donc une couche très importante de sécurité. Et donc, on va veiller à avoir au moins le même niveau de sécurité lorsqu'on accède à un système bâtimentaire. Un service va se nourrir des données de la GTB, mais il doit le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Et on a une dernière exigence que l'on a reconduit de la V1 sur le respect du règlement général sur la protection des données, donc le RGPD. Mais on demande d'aller un tout petit peu plus loin qu'une déclaration d'intention qui était possible en V1. Mais on pense que c'est important parce que c'est pour le respect de cette réglementation. Évidemment, c'est pour également protéger les données. Et je passe la parole à Alexis pour poursuivre. Merci Florian. Donc, je vais reprendre sur le thème management responsable. Donc, de quoi il en retourne idem, on peut diviser cette thématique en plusieurs parties. Donc, on a dans un premier temps tout ce qui est relatif plus à la gouvernance du projet. Donc, on a par exemple des éléments sur tout ce qu'on a cité précédemment avec Florian sur la sécurité, la mise en œuvre du câblage ou l'architecture réseau. C'est comment est-ce que dans un projet de construction neuve ou de rénovation, comment est-ce qu'on va s'assurer que toute cette infrastructure smart qui est mise en place par de multiples acteurs va être fait de façon cohérente pour répondre aux objectifs qui ont été fixés par le maître d'ouvrage. Donc, comment est-ce que dans l'organisation des lots, on va s'en assurer? Donc là, on a une partie gouvernance du projet au niveau de la construction. On en a également au niveau de l'exploitation, parce qu'une fois qu'on a défini les règles de sécurité, par exemple, qu'a évoqué Florian juste avant, les règles de gestion du réseau, de connectivité, etc., ça ne s'arrête pas à la livraison du bâtiment, évidemment. Il faut qu'on exploite efficacement ces éléments-là. Donc, ça va être comment est-ce qu'on va maintenir en condition opérationnelle le réseau, voire même l'améliorer au fur et à mesure du temps. Qui va se charger d'administrer le réseau, le système d'information du bâtiment. Donc ça, c'est des points qui étaient présents sur la V1, mais qu'on a davantage clarifié et distingué dans cette version 2. Ensuite, on a des éléments sur entre la conception du bâtiment et sa livraison,
comment est-ce qu'on va s'assurer de la bonne mise en exploitation des équipements du bâtiment. Donc là, on va parler de commissionnement. Donc commissionnement du câblage, commissionnement des équipements actifs, de la cybersécurité jusqu'au commissionnement des API, qui permettent à ce que le bâtiment il puisse fonctionner rapidement et efficacement entre le moment où il est livré et le moment où il est mis en service. Ensuite, on va aborder des sujets qui touchent aux enjeux juridiques, et notamment la propriété immobilière. Donc, on a 2 sujets dans cette sous-thématique. On va avoir des éléments sur la propriété de l'infrastructure numérique du bâtiment, la propriété du réseau Smart, c'est que, Serge l'a dit dans sa partie, ce qu'on souhaite faire, c'est apporter de la valeur au bâtiment. Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer que le bâtiment, la valeur numérique du bâtiment est pérenne dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on va associer le réseau Smart au périmètre de la propriété immobilière. On va valoriser cette association entre les deux. Donc là, on a parlé des enjeux juridiques sur l'infrastructure du bâtiment, le réseau Smart, et on a également des éléments sur la partie plus des données, donc quelle est sur la localisation et la portabilité des données. Donc on va valoriser dans un premier temps la connaissance de cette localisation des données, simplement les données qui circulent sur le bâtiment, où est-ce qu'elles sont hébergées, est-ce que c'est en local, est-ce que c'est sur le cloud, si oui, où, plus précisément. Et sur la portabilité des données, là, l'intérêt, ça va être de, si jamais un maître d'ouvrage décide de changer de système, comment est-ce qu'il va pouvoir conserver les données pour pouvoir les mettre dans le système suivant sans avoir de perte entre les deux. Ensuite, nous avons des éléments sur plus la partie contractualisation, c'est que, comme on va le voir sur la partie d'après, la finalité du R2S, c'est d'avoir des services qui vont apporter de la valeur ajoutée au bâtiment. Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer de la pérennité du fonctionnement de ces services? Un point qu'on a renforcé dans cette version 2, ce sont les qualités environnementales du bâtiment. Donc, on a dans un premier temps une exigence qui ne bouge pas sur la qualité sanitaire. C'est un rappel à la réglementation sur le risque d'exposition aux champs électromagnétiques. Et ensuite, on a des éléments sur, comme le disait Patrick en introduction, à la fois comment est-ce qu'on va s'assurer de la bonne conception environnementale du numérique. Donc là, on va vraiment agir sur le poids environnemental, le poids carbone des équipements qui sont sélectionnés pour constituer l'infrastructure numérique du bâtiment. Et ensuite, une fois que le bâtiment est livré, comment est-ce qu'on va s'assurer de l'efficience énergétique du bâtiment pour réduire les consommations qui sont associées au numérique et qui, comme on peut le voir à travers différentes publications récentes, sont de plus en plus importantes et prennent de plus en plus d'ampleur. Et pour finir sur cette thématique, et ça va bien introduire justement le sujet suivant, on a des éléments sur la préparation de l'arrivée au service, avec un guide de développement des services. Une fois qu'on a défini tout ce qu'on a vu précédemment, sur les API, le réseau, etc., on va mettre à disposition un guide qui va expliquer simplement aux propriétaires, éventuellement aux locataires, comment est-ce qu'ils peuvent accéder à ces données pour créer des services qui vont, encore une fois, apporter de la valeur au bâtiment. Donc, j'en ai fini sur cette thématique management responsable et je vais passer la main à Florian pour la dernière thématique du référentiel, à savoir les services. Donc, le dernier thème, le thème service, c'est un thème que je présente souvent en disant qu'il est paradoxal parce qu'on dit qu'on va être ready to services et qu'on va permettre le déploiement de services. Donc, ça peut être paradoxal de chercher à valoriser la mise en place des services, mais on pense que c'est important déjà parce que c'est ce qui va permettre de valoriser un bâtiment par rapport à un autre en apportant une meilleure qualité d'usage aux utilisateurs. Et puis, ça va permettre aussi de faire la démonstration que tous les efforts, entre guillemets, toute l'installation qui aura été faite dans le bâtiment et qu'on aura valorisé avec les 4 premiers thèmes, que ça fonctionne et donc que ça permet vraiment le déploiement du service. On a beaucoup transformé ce dernier thème service qui existait déjà en V1, mais qui comportait un service unique sur le suivi des consommations énergétiques du bâtiment. Donc le sujet a été déjà développé avec la brique
R2S for Grids. Mais donc, on a maintenu cette exigence dans le référentiel et on a ajouté des services supplémentaires. Parmi ces services, on a la mesure de la qualité d'air, la mesure et l'analyse des taux d'occupation, ce qui va permettre de voir quels sont les espaces ou les services qui sont utilisés dans le bâtiment et d'en tirer des enseignements et de les adapter à l'utilisation et à l'audience de chaque sujet. On valorise également la connexion de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques à cette notion de service aux utilisateurs. Donc, à chaque fois, on va décrire évidemment ce qu'il faut mettre en œuvre en termes de service et dans quelle mesure ça peut être valorisé dans le référentiel. On valorise également des services aux utilisateurs pour la réservation dynamique des espaces. Donc, on pense par exemple pour des projets de bureaux en tertiaire à des espaces de réunion ou des espaces partagés. On a une notion de guidage indoor qui est valorisée. La remontée d'incidents, je renverse mon café, l'écran de la salle est en panne, je vais pouvoir déclarer un incident et avoir un suivi du traitement de cet incident. Et on valorise enfin le fait d'avoir un contrôle d'accès dématérialisé, donc ça peut être par smartphone, avec une distinction entre on permet aux utilisateurs habituels du bâtiment de déverrouiller les accès avec leur téléphone et on valorise également le fait de permettre aux visiteurs de faire la même chose, ce qui est un niveau de service supplémentaire et ce qui est aussi source de quelques complexités techniques et organisationnelles. Et enfin, quelque chose qui nous a vraiment tenu à cœur, c'est en fait, on a imaginé un certain nombre de services qu'on rencontre souvent sur des projets. Donc, on les a listés pour permettre de les valoriser le plus efficacement possible. Mais après, chaque projet est différent. Chaque projet a ses propres services, des services qui sont plus occasionnels, ou alors des initiatives, des innovations. Et donc, on a tenu à ce que les initiatives de chaque projet puissent être valorisées. Donc, on a précisé un certain nombre de critères d'éligibilité, entre guillemets, des services. Mais donc, un projet qui a son propre service peut chercher à le valoriser avec des points supplémentaires en R2S et donc peut-être passer au niveau d'étoiles supérieures. Donc, on en a fini pour les détails sur les systèmes. On a vu arriver les questions et donc on commence à y répondre. On les abordera à la fin et on vous en remercie déjà. Et je repasse la parole à Alexis pour la suite. Merci beaucoup, Florian, pour cette présentation. J'espère que ça a permis d'apporter plus de clarté dans la compréhension du contenu technique du référentiel. J'en profite pour vous dire que, parce qu'il y a une question qui a été posée à ce sujet-là, le référentiel technique n'est pas encore disponible, mais ce sera le cas très prochainement. Et comme l'a dit Florian, nous verrons. Merci pour vos questions, nous les verrons tout à la fin. Et sans plus tarder, je passe la parole à Catherine Moulin qui va nous parler des perspectives autour de cette version 2 du label R2S. Merci beaucoup, Alexis. Je ne sais pas si vous me voyez et vous m'entendez. Oui, très bien. C'est bon. Donc, je veux bien que tu mettes la slide suivante, si tu veux bien. Et justement, je vais vous révéler la date, enfin à peu près, la date donc, de mise en ligne de notre référentiel sur ISIA, qui va arriver donc d'ici la mi-juillet. Et Alexis y œuvre activement. Donc, c'est imminent. Par ailleurs, j'ai aussi une petite annonce à faire sur le lancement de trophées que nous avons décidé de mettre en œuvre pour féliciter les lauréats des 5 catégories que vous voyez ici, qui sont donc principalement sur la V1. C'est un bilan que l'on fait aussi de toutes les actions menées autour de la première génération de R2S, donc avec 5 lauréats dans les catégories meilleure note atteinte par un bâtiment neuf, meilleure note atteinte par un bâtiment en rénovation pour la deuxième catégorie, meilleure note atteinte par un bâtiment en exploitation pour la troisième, meilleure note atteinte pour un campus, parce qu'on a vu aussi beaucoup de projets émerger autour de campus numériques. Et enfin, acteur qui a le plus de mètres carrés labellisés
ou en cours de labellisation. Donc voilà, cet événement aura lieu. On a bien évidemment regardé attentivement notre base de données pour pouvoir élaborer ces lauréats, ces catégories. Cet événement va être consacré dans la remise des prix lors d'un afterwork qu'on va organiser le 13 septembre avec notre partenaire, la SBA, donc au siège du CSTB, où vous êtes tous les bienvenus pour justement passer un moment de convivialité et célébrer les beaux projets qui ont déjà été mis en œuvre et aussi profiter de l'occasion pour networker et encore une fois échanger sur ceux à venir. Voilà, donc ça c'est l'intention générale. On aura certainement aussi d'autres occasions de continuer à s'organiser des séquences aussi en présentiel pour pouvoir échanger plus facilement. Mais en tout cas, l'intention pour nous était déjà de marquer le coup sur tous les efforts déjà fournis par les chantiers déjà réalisés depuis 3 ans. Et j'espère que vous serez nombreux à venir participer à cet événement. Je laisse maintenant la parole à Alexis pour la suite. Merci beaucoup, Catherine. Et effectivement, on a hâte de vous montrer les lauréats et qui permettent de donner plus de retours d'expérience et de montrer des projets qui ont été labellisés. Et maintenant, pour finir, je passe la parole à Emmanuel François pour la conclusion. Merci Alexis, merci Catherine, merci Patrick. Je remercie déjà tout le groupe de travail qui a fait un travail remarquable. Je sais que ce n'était pas simple. Vous avez été mobilisés pendant des semaines, des mois, avec des réunions de travail pratiquement toutes les 15 jours. Et je pense que le R2SV2 est à la hauteur des travaux fournis. Je remercie également Certivia qui nous fait confiance depuis le début et qui nous a accompagnés sur cette version 2 de R2S. Et je suis très heureux qu'on ait abouti à ce résultat qui me semble tout à fait opportun face aux enjeux, comme l'a dit Patrick Nossan, les enjeux actuels. Il est temps, en effet, que le bâtiment se mette à l'heure du digital, alors que tout notre environnement est à l'heure du numérique, à l'heure du digital. Et aujourd'hui, effectivement, on voit bien que ça traîne encore un peu. Et je pense que ce cadre de référence, label R2S, va contribuer à positionner, à propulser le bâtiment dans cette ère digitale. À ce propos, je souhaite effectivement insister sur peut-être plusieurs sujets. Tout d'abord, on voit que les prérequis de la SBA et de R2S, qui sont l'interopérabilité, la mutualisation des infrastructures et des équipements, l'indépendance des couches, sont des fondamentaux qui vont contribuer, comme l'a dit Patrick Nossan, à réduire l'empreinte carbone des bâtiments, l'empreinte carbone des bâtiments à la fois sur la construction, mais aussi sur l'exploitation, voire la déconstruction, et puis aussi répondre à cette problématique à laquelle on est confronté de plus en plus, la raréfaction des ressources. On voit bien qu'aujourd'hui, si on met du digital partout, du numérique partout, on est très vite confronté à une problématique de ressources. Et donc, cette problématique de ressources ne peut être résolue en partie que si effectivement on mutualise, si effectivement on n'a plus une approche en silo, mais une approche transversale. Par exemple, qu'un détecteur de présence soit mutualisé pour X services et non pas pour un service. Et ça, si vous voulez, c'est, je pense, fondamental, même si ça vient heurter certains prérequis ou habitudes, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, je crois qu'aujourd'hui, au-delà du label, effectivement, on doit avoir un accès durable et sécurisé aux données. Et on doit vraiment, aujourd'hui, aller vers cette mutualisation des infrastructures et des équipements et que R2S en est le socle fondamental. Par ailleurs, et là, c'est plutôt la suite, je pense qu'effectivement, il y a un autre élément qui est très important. C'est la vision que je veux porter ici. C'est qu'en fait, j'ai dit que le bâtiment doit rentrer dans cette ère digitale et de fait, le digital doit être le socle de base transversal
pour le bâtiment. Et donc doit quelque part alimenter les autres labels, type HQE environnement, type osmose ou autres, par effectivement en garantissant l'accès aux données en temps réel. Effectivement, ça c'est le prérequis, le premier prérequis, qui est cet accès aux données en temps réel et de manière durable pour X services. X services, et c'est pourquoi aujourd'hui, on en a parlé, Alexis en a parlé des services, mais la SBA s'évertue à travailler justement sur les déclinaisons servicielles du bâtiment. Aujourd'hui sont disponibles les cadres de référence R2S for Grid, donc l'énergie, for Mobility, donc la mobilité et notamment les banques de recharge, for Space très prochainement, for Care récemment, for Care, donc là il s'agit des hôpitaux, de tout le monde de la santé, l'assistance aux personnes âgées, les résidences seniors, etc. Prochainement, donc c'est aussi Safety et Security. On travaille également sur les sujets de l'eau, sujets donc de l'espace, le confort et le bien-être. Bref, en fait, toute une foultitude de services qui vont contribuer à la valorisation du bâtiment. Mais pas uniquement cette valorisation, c'est aussi faire en sorte que le bâtiment, qui hier et encore aujourd'hui était isolé dans son environnement, devienne un élément d'un ensemble communiquant, interagissant en temps réel, c'est-à-dire un bâtiment n'est plus isolé, mais il est intégré dans un quartier, dans un territoire. Et on ne peut plus considérer un bâtiment isolé, mais un bâtiment qui lui-même va mutualiser ses services à l'échelle du quartier, énergie, espace, mobilité, ressources en eau, sécurité, etc. Et à ce titre, R2S V2, je pense que c'est aussi le prérequis pour aller vers la deuxième étape, non seulement un bâtiment 4.0, mais vers un jumeau numérique du bâtiment et un jumeau numérique des quartiers, des territoires, prérequis pour aller vers des bâtiments durables et des territoires durables. Je salue donc l'effort qui a été fait et je crois qu'aujourd'hui, on ouvre la porte vers une nouvelle ère du bâtiment durable, de territoires durables et des bâtiments et des territoires au service de leurs occupants. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces perspectives très enrichissantes et intéressantes. Donc, nous en avons fini avec la présentation. Donc, je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous voulez, on a déjà répondu à quelques questions à l'écrit. Donc, je vais lire des questions et les répartir parmi les personnes qui sont autour de la table. Ou si jamais, parmi les intervenants, une personne souhaite réagir, elle peut prendre la parole, pas de souci. Donc, peut-être que je vais le faire dans l'ordre. Peut-être les questions dans le chat, je vais mutualiser un peu ce que j'ai trouvé. Donc, il y a dans un premier temps une question sur la maquette BIM, excusez-moi. Envisagez-vous de produire des règles de modélisation et de contrôle exprimées logiquement pouvant servir à checker une maquette BIM IFC? Cela faciliterait grandement la tâche. Là-dessus, je ne sais pas si je ne veux pas te prendre de cours. Je ne sais pas si Florian, tu as une réponse sur ce sujet-là. Alors oui, je peux apporter des éléments. Donc on n'a pas mis en place de moulinette pour contrôler les maquettes. Il y a déjà des professionnels qui savent le faire. Donc si un projet ressent le besoin d'avoir une mesure de la qualité de ou des maquettes BIM, voilà, c'est déjà possible, mais on ne le valorise pas parce que c'est un sujet qui est très technique et qui est trop technique pour qu'on rentre dans ce niveau de détail-là dans un référentiel comme celui de R2S. Et donc, on a bien des exigences sur le BIM où on va valoriser l'atteinte d'un certain niveau de détail. Oui, exactement. On a on demande des éléments de description graphique et description d'information et la présence d'une maquette dynamique. Mais effectivement, sinon, il y a des initiatives de la SBA
qui précise ces sujets-là sur le BIM que je vous invite à consulter. Je passe à la question suivante. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs questions sur l'impact environnemental du numérique, donc je vais un peu les regrouper. Donc, il y avait, est-ce qu'on a une méthode définie pour l'impact environnemental? Est-ce qu'on compte dans le coût carbone la fabrication de tous les équipements? Donc, on n'a pas de méthode de calcul de l'empreinte environnementale parce qu'on considère que c'est plus l'objet d'une norme que de définir la méthode de calcul. Pour vous dire un peu plus précisément ce qu'on a contenu, c'est on demande dans les premiers niveaux, donc il y a des systèmes de niveaux hiérarchisés qui permettent d'aller de plus en plus loin. Dans les premiers niveaux, on demande d'avoir soit de fournir des fiches PEP, qui sont des fiches qui font le bilan environnemental des équipements électroniques, électriques du bâtiment, ou de fournir un certain nombre d'informations concernant le poids carbone du câblage, des équipements par exemple. Donc ça, c'est sur les premiers niveaux. Et le niveau le plus élevé sur la partie conception environnementale du numérique, c'est la fourniture d'une étude qui va permettre d'éclairer sur les choix qui ont été faits en conception, où là, on demande d'intégrer des critères de poids carbone sur le choix du modèle de câblage, par exemple, sur le choix des équipements, sur le choix du type de câblage qui a été fait. On demande une étude de dimensionnement, par exemple. Donc oui, effectivement, on prend en compte cette partie carbone dans la conception. Après, sur la méthode de calcul, étant donné que sur la partie bâtimentaire, c'est quelque chose qui est assez émergent, on veillera à ce que la méthode de calcul soit bien utilisée, mais on n'a pas de préconisation sur la méthode de calcul qui doit être utilisée. Ensuite, on a des éléments, on a plusieurs questions sur la partie qualité Wi-Fi, et je laisse Florian réagir sur cette partie-là par rapport à ces questions. Alors, donc effectivement, sur la partie qualité Wi-Fi, on a eu plusieurs questions, donc je vais essayer de les aborder de façon synthétique. Mais déjà, sur la notion de qualité de réseau Wi-Fi, est-ce qu'on va avoir des mesures en fin de projet pour attester de la qualité de la couverture Wi-Fi? Et un sujet qui est connexe à ça, c'est est-ce que on interdit, entre guillemets, aux futurs occupants de rajouter leur propre couverture Wi-Fi, parce que les couvertures Wi-Fi indépendantes peuvent venir se perturber. Donc, c'est bien des questions qu'on aborde dans R2S. Donc, on a des exigences qui sont séparées entre la couverture Wi-Fi des parties communes et la couverture Wi-Fi des espaces privatifs. En revanche, on ne fixe pas de critères de qualité de réseau Wi-Fi, ni qu'il y ait une mesure qui soit réalisée, parce que c'est un sujet, pareil, c'est vraiment une question d'experts. Et donc, on peut avoir plusieurs niveaux de qualité. On ne peut pas, avec R2S, rentrer dans un tel niveau de détail. Là, on compte sur chaque projet de prendre l'initiative et d'appliquer ce qui lui correspond. En revanche, on aborde cette notion de mesure de qualité, mais on a voulu être extrêmement pragmatique sur la partie GSM, puisqu'en V1, pour avoir des points sur une couverture indoor en téléphonie mobile, il fallait obligatoirement déployer un système. Et donc, les bâtiments qui avaient une couverture naturelle satisfaisante ne pouvaient pas accéder aux points s'ils ne mettaient pas un système dont ils n'avaient pas besoin. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on souhaite pousser. Et donc là, on peut aller chercher les points sur le GSM Indoor en démontrant que la qualité naturelle dans le bâtiment, donc que le résultat y est. Donc, on valorise plutôt le résultat que les moyens qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ce résultat. Merci Florian pour ces précisions. Je vais répondre à quelques questions, à deux petites questions que j'ai vues plus sur la partie process. Et ensuite, j'ai vu quelques questions sur le Building Operating System. Donc, il y a une question sur le coût de la certification R2S. Donc, pour répondre à cette question-là, il faut déjà avoir en tête que dans une certification, il y a le coût de la labellisation en tant que tel, le coût éventuel d'un AMO et, si jamais il y en a, le coût éventuellement si jamais on doit faire une étude de couverture, par exemple, le coût
des exigences, de la mise en place des exigences, mais qui ne dépendent pas forcément du label R2S. Donc moi, je peux répondre sur la partie coût côté labellisation. Donc ce paramètre-là n'a pas changé entre la version 1 et la version 2. Donc si jamais vous avez les éléments en tête pour la version 1, c'est la même chose pour la version 2. Et ça dépend de deux paramètres. Ça dépend de la phase dans laquelle le projet est engagé. Donc un projet en exploitation, ce sera moins cher qu'un projet neuf, et ça dépend de la surface du bâtiment. Donc il y a un minimum et un maximum qui est fixé. Donc si jamais vous voulez avoir une estimation pour votre projet, je vous invite à nous contacter en nous donnant ces deux éléments, donc la phase dans laquelle se situe le bâtiment et sa surface, et on pourra vous faire un devis avec une réponse précise sur le coût. Il y a une question qui était très importante, je vous remercie d'avoir posé cette question, sur la date de mise en application du référentiel version 2. Donc, ce référentiel, enfin, la réunion, la webconférence d'aujourd'hui permet de lancer l'ouverture des guichets, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des demandes sur la version 2 à partir de maintenant. On va mettre en place le référentiel dans ISIA pour qu'il puisse être complété, pour que vous puissiez faire vos auto-évaluations en juillet. Et il y a un recouvrement entre la version 1 et la version 2, c'est-à-dire que si jamais vous faites une faisabilité sur la version 1 du référentiel R2S, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour signer sur la version 1. À partir du 1er janvier 2023, tous les nouveaux projets qui s'engagent seront engagés sur la version 2. Donc ça, c'est un point qui est important. Et j'avais une dernière question, un peu sur la partie process, et ensuite je laisserai la parole à Florian s'il le souhaite, ou à une autre personne des intervenants sur la partie Building Operating System, sur quid des services aux personnes âgées, résidents seniors. Avez-vous des sujets plus spécifiques sur ce sujet-là? Donc effectivement, c'est un sujet qui est très important parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt à ce type de bâtiment pour avoir des bâtiments connectés. C'est des bâtiments qu'on a déjà audités, avec des services, par exemple, de prévention, enfin de détection des chutes, pour contacter rapidement un soignant, par exemple, pour créer du lien entre les occupants. Donc, ce sont des services qu'on n'a pas mis en dur dans le référentiel, parce que dans le thème service, on a mis des services très génériques, mais comme l'a dit Florian à la fin du service, il y a une partie service autre, où vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer des services qui sont spécifiques à la typologie de bâtiment sur lequel vous travaillez. Ça peut être des plateformes logistiques, ça peut être des résidents seniors, des établissements d'enseignement qu'on a aussi de plus en plus en labellisation. Donc, le champ des possibles est ouvert. À vous de proposer les services que vous souhaitez valoriser sur cette partie-là. Et ensuite, j'ai vu quelques questions sur le Building Operating System. Donc, je vais les lire et je laisserai des intervenants réagir par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions. Donc, le BOSS est-il devenu une exigence dans la version 2? Si c'est le cas, est-ce que la portabilité d'un BOSS vers un autre a été évaluée dans le label? Et est-ce qu'elle existe aujourd'hui entre les éditeurs de BOSS? Et la deuxième question, c'est, de ce que je comprends, ce référentiel correspond à un ensemble de prescriptions. Au niveau de la certification, est-ce à dire que vous certifiez les éditeurs de BOSS, GTB, producteurs de services, qui implémentent les API que vous avez définis? La première question, c'était est-ce que le BOSS est devenu une exigence sur la V2? Donc, on peut répondre oui. Est-ce qu'il existe une portabilité d'un BOSS vers un autre dans le label? Alors oui, effectivement, sur cet aspect-là, je peux apporter des éléments. Donc, on a tenu compte du fait que il était important pour rentrer dans une solution, dans le déploiement d'un sujet innovant comme le BOSS. Ça peut créer des hésitations. On peut avoir peur de s'enfermer dans une solution avec des coûts pour les années qui viennent que l'on ne va pas savoir maîtriser. Et donc, pour prévenir un petit peu ce type de situation et donner confiance dans la mise en place d'un BOSS, on valorise justement la portabilité des données au niveau du BOSS. Donc, ce qui permet, c'est une notion qui a une définition juridique, mais qui va permettre d'extraire les données d'un BOSS de façon à pouvoir les injecter
dans la solution suivante que l'on va chercher à déployer. Donc, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un prérequis, c'est des points que ça va apporter. Mais évidemment, nous, on pense que c'est une bonne chose de retenir une solution qui présente une portabilité et par conséquent de pouvoir le valoriser avec R2S. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on va prendre encore une ou deux questions, mais on arrive à la fin. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez mon contact sur le slide. Donc, on va encore prendre une ou deux questions qui ont été inscrites. Mais si jamais, par malheur, et je m'en excuse par avance, on n'aurait pas répondu à votre question, vous pouvez me la poser par mail et je ferai un plaisir de vous répondre. Donc, il y avait encore quelques questions sur la partie IPv6 auxquelles on peut répondre. Et sinon, une question auquel je peux répondre sur les fourchettes de prix. Donc, effectivement, pour les fourchettes de prix, pour donner des ordres de grandeur un peu plus précis que ce que j'ai dit précédemment. Donc, comme je le disais, différence entre l'exploitation et la construction neuve-rénovation. Donc, pour un projet en exploitation, ça va de environ 7 000 à 35 000 euros pour la partie certification, sachant qu'on est plus aux alentours d'une dizaine de milliers d'euros. 35 000, c'est pour les projets de très grande envergure. Et pour la partie neuve, ça va un peu plus de 10 000 à environ 40 000 euros. Donc, encore une fois, on est plus aux alentours de 12 000 à 15 000 euros. 40 000, c'est pour les projets qui présentent beaucoup de mètres carrés. Alexis, oui. J'en profite, je me permets de signaler que on a donc un nouveau site web désormais qui est assez transparent sur les prix par rapport à ces questions que vous avez. Donc, pour rejoindre le propos d'Alexis, on a le prix moyen d'une opération donc, de labellisation R2S qui est précisé. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir notre nouveau site qui vous donne beaucoup plus d'éléments à ce sujet-là et les détails divers et variés que vous pourriez avoir aussi besoin d'avoir par ailleurs. Merci Catherine, c'est vrai, tu fais bien de le préciser. J'avais l'habitude de ne pas donner les ordres de grandeur, mais maintenant, vu qu'on est beaucoup plus transparent sur le transparent là-dessus, on peut tout dire. Je peux poursuivre, si tu veux, sur deux points techniques, mais rapidement, parce qu'on arrive à la fin du créneau qui était prévu. Mais donc, une question sur la partie câblage. Envisagez-vous le déploiement de la fibre à l'intérieur du bâtiment jusqu'au bureau? Alors à ça, deux éléments de réponse. La première, déjà, c'est qu'on valorise la création de la desserte interne. Donc, c'est le câblage généralement en fibre optique entre le local opérateur et l'espace qui est destiné à chaque utilisateur. Donc, si ce pré-câblage opérateur est mis en place, donc on va pouvoir le valoriser. Et ensuite, on a sous la forme de points bonus la valorisation d'un câblage déployé donc plutôt dans un état d'esprit projet de bureau, mais donc un pré-câblage qui appartient au propriétaire, mais qui est déployé chez ses locataires, de façon à ce qu'un locataire arrive, il a déjà un pré-câblage qui est considéré entre guillemets comme couvrir la plupart des besoins. Donc, s'il y a besoin de compléments, c'est à la marge. Et donc, l'idée, c'est de permettre de passer d'un locataire à un autre sans avoir à curer le câblage et à le remettre, ce qui se fait la plupart du temps et ce qui est pas favorable du tout d'un point de vue environnemental. Un deuxième élément de réponse très court sur la partie IPv6. Est-ce que c'est un point bonus? Donc non, c'est pas un point. Donc c'est pas un point bonus. Un point bonus, c'est quelque chose qui est lié à un apport pour un locataire directement dans ces espaces. Donc là, c'est la mise en place de l'adresse IPv6 sur le réseau Smart. Donc, c'est pas non plus un prérequis. Donc, si on met en place l'IPv6, c'est des points supplémentaires. Et effectivement, comme vous le soulignez, l'IPv4 permet déjà de faire des découpages et d'atteindre, entre guillemets, le même résultat. Sauf que le principe sur Internet, c'est d'adopter l'IPv6. Ça aurait déjà dû être fait et ça prend énormément de temps. Ça prendra encore sans doute beaucoup de temps. Et donc, on cherche à le favoriser et ça simplifie grandement les choses quand on le met en place par rapport à l'IPv4. Ça simplifie beaucoup la gestion du réseau et du coup la pérennité de l'installation. Merci beaucoup Florian pour ces éléments de réponse. Donc, je vais conclure en répondant à une dernière question sur les projets à l'international. Donc oui, effectivement, on labellise des projets à l'international. On a déjà commencé à le faire.
Donc, si jamais vous avez des demandes par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter. On les prendra en compte. Et j'en suis maintenant à vous remercier à la fois tous les intervenants qui ont présenté avec beaucoup de qualité les enjeux, le contenu du référentiel, qui ont introduit tous ces sujets-là. Donc, merci à vous, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et merci d'avoir été aussi nombreux. Donc, pour rappel sur les prochaines étapes, vous pouvez d'ores et déjà demander la version 2 du référentiel R2S. Le référentiel sera publié très prochainement. Il sera disponible sur la plateforme ISIA sur le mois de juillet. Et je vous donne rendez-vous du coup à la rentrée le 13 septembre pour la remise des trophées. Et comme je disais, vous avez à la fois le contact de la SBA et mon contact si jamais vous avez des questions sur le référentiel à nous poser. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt.